On est à l'aube, effectivement, sans doute, d'un durcissement, et c'est très inquiétant. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se taire, c'est pas pour ça qu'il faut pas expliquer comment les milliardaires ont fabriqué Macron, quoi. Il y a le texte formidable de Juan Branco qui s'appelle Crépuscule, qu'on trouve sur Internet, qui explique assez bien comment... Il raconte d'ailleurs une scène, en 2014, il va déjeuner avec Xavier Niel, et Niel lui dit, le prochain président, ça sera Macron, quoi. Comment ils s'y prennent, ces gens-là? Et je l'ai vu avec Frère et Desmarais. Donc Albert Frère, c'est deux profils intéressants, parce qu'Albert Frère est un marchand de clous qui a repris l'entreprise. Son père est mort. Et donc, mais lui, il avait le sens des affaires, quoi. Donc, il s'est fait tout seul. Et de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, il y avait Paul Desmarais, qui lui a hérité de la compagnie de bus en faillite de son père. Et ces deux milliardaires, des magouilleurs, quoi. C'est des types qui sont très stratèges. Et comme ils ont beaucoup d'argent, ils sont patients. Et donc, ils ont toujours les mêmes stratégies. Ils mettent des hommes à eux un peu partout, qu'ils embauchent, généralement dans des appareils d'État, parce qu'ils s'enrichissent sur l'argent des États. Donc, ils ont des cibles. Ce sont des milliardaires qui investissent. Ils ont des actions chez Total, chez Lafarge, chez des bâtiments, dans le BTP, enfin, etc. Et à un moment donné, ils se disent, si on veut vraiment gagner beaucoup de blé et passer à la vitesse supérieure, on va investir dans l'énergie. Il se trouve qu'en Belgique, ils ont Suez qui est super endetté. Et ils sont à 2% dans Suez. Ils ont jouer sur le cheval Sarkozy. Et donc là, je suppose qu'il y a des accords secrets entre eux. Ils veulent récupérer GDF. Donc GDF, c'est pas uniquement l'arrivée du gaz, c'est les tuyaux, c'est le gaz, c'est les consommateurs, c'est les abonnés du gaz. Ils réunissent à deux, Frères et Desmarais, 800 millions d'euros début 2007. Et ils vont monter dans le capital de Suez, ils vont passer de 2 à 10%. Pourquoi ils font ça? Alors que le groupe est endetté et perd de l'argent. Parce qu'ils savent que des mois plus tard, Suez va racheter Gaz de France. Donc il y a une forme de... Ils étaient initiés, mais enfin bon, après il faut le prouver, quoi. Mais tout ce qui a été écrit le montre, quoi. C'est comme ça que gagnent de l'argent les milliardaires. C'est dans des opérations comme ça va être royal pour Frères et Desmarais. C'est comme ça qu'ils vont monter dans le classement de Forbes, et c'est comme ça que le prix du gaz indexé sur le prix du pétrole, ce qui est tu te demandes, mais pourquoi on paye le gaz si cher? Parce qu'il indexe sur le prix du pétrole. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un lobby, du jour au lendemain, on a dit, il faut indexer le prix du gaz sur le prix du pétrole. Comme c'est compliqué, comme les médias, personne ne s'est énervé contre ça. À l'époque, le pétrole était moins cher. Puis aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que quand tu as des gens qui te disent, des copains ou des gens un peu défaitistes, tu vois, les aquabonistes, ça sert à quoi de remuer la merde, etc. Putain, ça sert à expliquer pourquoi tu payes ton gaz si cher, mec, pourquoi tu acceptes ça? Et voilà, quoi, et faire de la politique, faire la politique plutôt que de la politique, faire la politique, c'est s'intéresser à ça, c'est se battre contre ça. Et l'honneur, c'est justement de faire des livres comme Les Prédateurs, de se battre pour ça. Donc, après, quand tu dis ça, tu passes pour un affreux conspirationniste. Mais il y a quand même une joie non dissimulée de la part de ces milliardaires à voir arriver en France Emmanuel Macron, quoi. L'intérêt de leur patrimoine et de leurs finances prime, quoi. Donc, ils choisiront le politique qui les mettra le moins en danger, quoi. Si demain, en France, il y a beaucoup d'émeutes, etc., et si Marine Le Pen continue à grimper comme ça, il n'est pas exclu qu'elle soit aidée par ces milliardaires, quoi. Elle le taira, mais bon. C'est un sujet brûlant, c'est-à-dire que tout le monde en parle, mais jamais personne ne va au bout des choses et dit ce que c'est, quoi. Dit ce que c'est, pourquoi cette évasion fiscale. En gros, aujourd'hui, d'ailleurs, dans le film, on expliquera pourquoi on arrive à 100 milliards, quoi. Parce que c'est 100 milliards, mais le chiffre est évolutif. Pourquoi certains ne payent pas d'impôts, d'autres payent des impôts? Quel est le rôle de l'Europe là-dedans? La force des lobbies? Pourquoi il n'y a jamais eu d'enquête sur LuxLeaks? Question Internet. Comment obtenir à terme un changement des journalistes installés? Un changement des journalistes installés. Alors là, ça va être compliqué parce que ils sont bien installés, quoi. Tu vois, ils s'accrochent à leur fauteuil. Il y a un côté quand même profession qui se tient les coudes, quoi. Il y a un corporatisme assez dingue, quoi. Il faut que tu aies la carte, tu vois, pour dès que tu as une parole forte ou un peu... c'est même pas le problème d'être critique, quoi. C'est des gens qui, en fait, sous une apparence de... Je pense à France Inter le matin, je les écoute un peu, quoi. Mais c'est des gens qui, tu as l'impression qu'ils débattent, qui sont ouverts, etc. En fait, pas. En fait, ils se retrouvent entre eux, quoi. Il y a un côté comme ça...
vraiment il faut être politiquement correct, quoi. Pas tous, hein. Moi j'adore, il y a des gens que j'aime bien, il y a des gens que j'écoute, mais d'une manière générale, si je parle de France Inter, c'est parce que pour moi c'est la radio la plus intéressante aussi avec France Culture, quoi. Mais enfin, je dis ça. J'écoute pas tout le temps beaucoup la radio, mais je trouve qu'il y a quand même un mimétisme ambiant, quoi. La question de l'Europe, elle est centrale parce que tout se joue là-bas. Et il y a eu, tout à l'heure, j'ai parlé de LuxLeaks. Il y a eu ce moment très particulier quand Antoine Deltour, Raphaël Allais ont sorti leur affaire, qui, dans toutes les affaires en leaks, c'était la plus intéressante, la plus importante, parce enfin, la LuxLeaks, c'est comment des multinationales payent pas d'impôts alors que nous on en paye avec des accords secrets au Luxembourg. C'est Juncker, le patron de l'Europe, qui a mis ça en place, etc. Donc il y a eu un émoi considérable qui a été, on s'en souvient à l'époque et tout, et il devait y avoir une commission d'enquête, et il n'y a pas eu de commission d'enquête. Et c'est là, oui, non, mais il y aurait pu y en avoir une. Il y avait Philippe Lamberts, qui était l'écolo belge, qui est formidable, qui a essayé de faire des trucs, et puis là on a vu le Parti socialiste virer de bord, on a vu c'était terrible. Juncker, il a été mis en place par Hollande, enfin ils ont accepté tout ça, et sur le LuxLeaks, s'il y avait eu cette commission d'enquête, tout pouvait changer, quoi. Or, ils ont fait en sorte qu'elle ait pas lieu, quoi. Et là, on en est là aujourd'hui. Donc, il faut aller en Europe pour changer les choses de l'intérieur. Et puis, il y a un combat à mener, quoi. Un combat qui est vraiment intéressant, quoi. L'affaire Benalla, c'est la poursuite de la privatisation de l'État. Je me dis que ce type est forcément détenteur de secrets d'État. Protégé. Et forcément protégé, quoi. Et là, il y a un vrai problème. Et c'est vrai que ça a été le début des ennuis pour Emmanuel Macron, quoi. L'optimisation fiscale, c'est légal? On permet aux gens qui ont beaucoup d'argent de l'optimisation fiscale. Donc, on a fait un glissement sémantique pour pas dire fraude, quoi. Et grâce à des cabinets d'avocats, grâce à des juristes, on fait en sorte que ces gens-là ne payent pas d'impôts, quoi. Alors que nous, on en paye, et on en paye beaucoup trop, quoi. On arrive à une sorte d'étranglement au niveau des impôts. La France est le pays le plus fiscalisé au monde, quand même. Donc, moi, et dont les services publics sont en train tous ne partent pas en couille, mais quand même, quoi, c'est de plus en plus dur. Le baratin de Macron, il est assez séduisant quand il parle comme ça. Il avait bien réussi son coup, c'est une opération de com, mais formidable, quoi. Mais en fait, quand tu prends un peu de recul et que tu réfléchis à ça, il va rien changer. Je pense qu'il va être obligé de faire un changement politique un petit peu en douceur, quoi. Mais quand je vois les types qui sont autour de lui, tous ces trentenaires là, qui ont été. Est-ce que tu as déjà entendu parler comment le ministre chargé du numérique, là, le sous-ministre Mounir. Putain, mais c'est l'air du vide, quoi. Enfin, j'ai pris le temps. Des fois, tu te dis, mais alors à ce point-là, quoi. Enfin, je veux dire, le type dit rien, quoi. Lui, comme le Gabriel Attal, là, le type qui a été nommé, j'ai rien contre leur âge, hein. C'est normal que ça se régénère. Mais et je comprends aussi qu'on ne soit pas des idéologues. Mais être à ce point gestionnaire de soi-même, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont arrivés à ils ont 30 balais, ils sont ministres, et ils font partie de la petite cour, le Julien de Normandie, enfin tous ces types-là. Moi, je suis un téléspectateur, je les regarde, je les écoute, et je suis quand même Mais toi, la place face à du vide. Il y a le vide total de la pensée, quoi. Il y a pas de, ils sont là, ils sont en place. Il y a l'idolâtrie du président. Ils ont les apparats du ministre, la voiture et machin. Mais après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils disent sur le bien public? Et ça, évidemment, ça alimente la colère des gilets jaunes, quoi. Ils tordent les mots pour nous baiser. Ouais, c'est vraiment. Tu peux pas lutter contre le crime financier. Capital without border, l'argent est sans frontières, voyage très très vite, si tu n'as pas une justice qui fonctionne aussi vite que l'argent circule. C'est le seul moyen de ralentir le mouvement. Mais plus tu vas mettre des frontières, plus tu vas croire qu'en mettant des douanes, Patriote. Ouais, mais ouais, le patriotisme est un mot un peu galvaudé, quoi. Enfin bon, mais pire ça va être parce que c'est plus tu mets de règlements et de frontières, plus tu fabriques de la corruption. Il y a comme une règle mathématique là-dessus, quoi. Et donc tu ne peux pas te réfugier à l'intérieur d'un pays alors qu'autour tout va vite, quoi. Tu peux pas réguler les autoroutes de la finance.
Tu peux, si tu as des moyens de contrôle avec mais européens, voire mondiaux, quoi. Il faut interdire aux banques les filiales dans les paradis fiscaux, etc. Un paradis fiscal, c'est d'abord un paradis judiciaire, puis un paradis bancaire, et la fiscalité, c'est le dernier roue, quoi. Et le problème de la justice est tout le temps là. Le problème de la justice est tout le temps là. C'est pour ça qu'en 96, on a lancé l'appel de Genève en disant qu'il fallait que les magistrats communiquent d'un pays à l'autre très très vite. Et c'est la seule solution pour lutter contre le crime financier. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. Par exemple, Carlos Ghosn, on a découvert qu'il était hollandais, là. Mais il faudrait aujourd'hui qu'il y ait une enquête française. Brésilien. Oui, il est brésilien, mais il paye des impôts aux Pays-Bas. Pays-Bas qui est un paradis fiscal. Les îles Vierges britanniques, c'est un paradis fiscal. Monaco, c'est un paradis fiscal. Et le Luxembourg, pas grand-chose a changé, hein. Je ne sais pas si tu te souviens, quand il y a eu les Panama Papers, le Panama était sorti de la liste, alors que le Panama était le plus grand refuge à toutes ces sociétés offshore qui acceptent de servir de paravent à tous ces gens qui ne veulent pas payer d'impôts, quoi. Des types qui inventent, encore une fois, des brevets. Tu vois, Zuckerberg, il invente Facebook, il s'enrichit. Bon, après, il fait ce qu'il veut avec son blé. On n'est pas dans le même cas de figure que des prédateurs financiers stricts. C'est-à-dire que des gens qui font que de ce qu'on appelle la private equity, c'est-à-dire qu'ils vont investir, ils vont vendre, ils vont capitaliser, ils vont racheter des boîtes. Ils ne sont préoccupés que par une chose, l'argent. Et donc, l'argent doit générer de l'argent. C'est une sorte de casino permanent. Moi, je suis pas anticapitaliste, quoi. C'est-à-dire que j'ai une sorte de réalisme en moi qui fait que c'est comme l'air qu'on respire, quoi. Le problème du capitalisme, c'est le problème de la redistribution. C'est pas le problème de son essence et de son. C'est pour ça que le parti anticapitaliste de Besançon, voilà, c'est quoi? Tu veux refaire du communisme? Tu veux tout? Si j'étais président, la première chose que je ferais, c'est que j'étatiserais une banque. Et on avait l'occasion de le faire au moment de la crise des subprimes en 2008. La Société Générale, ça valait plus rien. En plus, avec le scandale Kerviel, ils nous doivent encore 2 milliards, ces enfoirés. Et c'était le moment de racheter la Société Générale, de mettre un banquier honnête, que tu aurais très, très bien... Il faut les payer, ces gens-là. Il y aurait moins de frais bancaires, il y aurait des investissements éthiques, on va dire. Il y a l'invention de cette banque-là à créer. Les banques, le lobby bancaire reste le lobby